Alors je crois qu'on va tout simplement commencer par une lecture que Marie-Pierre va nous faire et que Rosa nous dira en finnois, une partie un petit peu en finnois, pour vous mettre dans le bain tout simplement. Hein. Je crois que c'est la meilleure accroche qu'on puisse faire quand on a affaire à un roman. Moscou se recroquevillait dans le froid sec d'un soir de mars, se protégeant du contact du soleil couchant, rouge et glacé. La jeune femme monta dans le dernier wagon, en queue de train, chercha son compartiment, le numéro 6, et respira profondément. Il y avait 4 couchettes, dont les 2 du haut étaient repliées, avec entre elles une petite table ornée d'une nappe blanche et d'un vase en plastique, contenant un œillet en papier rose décoloré par le temps. Le porte-bagages, à la tête des lits, débordait de gros ballots noués à la va-vite. Elle fourra la vieille valise sans prétention que lui avait donnée Zakhar dans le coffre en métal situé sous l'étroite et dure couchette et jeta sur cette dernière son petit sac à dos. Au premier coup de la cloche de gare, elle alla s'accouder à la fenêtre du couloir. Elle respira le parfum du train, l'odeur laissée par le fer, la poussière de charbon, les dizaines de villes et les milliers de gens. Les voyageurs et leurs accompagnateurs se frayaient un passage derrière elle, la bousculant de leurs colis. Elle toucha la vitre froide de la main et regarda le quai. Ce train l'emmènerait à travers les villages peuplés de proscrits et les villes ouvertes ou fermées de Sibérie jusqu'à la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Donc nous voilà embarqués pour la soirée dans le livre de Rosa Liksom à bord du Transsibérien, celui qui fait Moscou-Vladivostok, qui a à peu près 10 000 km de long. Mais là, nous allons changer pour Oulan-Bator. Hein. Donc la première question que je vais poser à Rosa, c'est pourquoi avoir choisi ce parcours mythique du Transsibérien. Le Transsibérien, dans notre imaginaire, c'est le Baïkal, c'est les grandes villes, c'est Kazan, je veux dire, ça nous fait rêver. Alors pourquoi, pour accrocher votre propos, vous avez choisi de nous emmener à bord de ce Transsibérien avec 2 personnages dont nous allons parler tout à l'heure. No, eli tarina on hyvin pitkä. Kun opiskelin yliopistossa antropologiaa, tutustuin suomalaisiin kansatieteilijöihin, jotka olivat 1800-luvulla aina vallankumoukseen asti tutkineet siperialaisia kansoja ja etsineet suomen kielen alkukotia. Alors Madame est traductrice, hein, Rita est la traductrice, je pense que, enfin l'interprète plus exactement, c'est le mot qui convient. Hein. Oui, voilà, pour vous faciliter la chose. Donc l'histoire est assez longue. Quand j'étais étudiante, j'étudiais l'anthropologie et j'ai rencontré des Finlandais, des chercheurs finlandais qui avaient fait de la recherche concernant les peuples sibériens. Déjà dans le 19e siècle, et donc des peuples sibériens qui parlaient des langues qui sont des langues liées à notre langue, le finnois. Ja kun Helsingin yliopistossa opiskelin ja luin tenttikirjoina näitä tutkijoiden sekä matkakuvauksia että heidän retkikertomuksia näillä arktisilla alueilla, niin ajattelin, että joskus kun minulla on tarpeeksi rahaa, haluan lähteä katsomaan näitä samoja seutuja, jossa noin 100 vuotta aikaisemmin suomalaiset tutkijat olivat viettäneet aikaa. Et quand je faisais mes études à l'université de Helsinki et que je travaillais pour mes examens, ça me faisait rêver de lire toutes ces descriptions des voyages superbes qu'ils avaient fait déjà au 19e siècle dans des régions arctiques, et je me suis dit que le jour où j'en aurais les moyens, je voudrais faire le même type de voyage. Ja kun kirjoitin ensimmäisen kirjani, joka julkaistiin vuonna 1985, se palkittiin parhaana esikoisena, johon kuului myös rahapalkinto. Heti kun kuulin tästä rahapalkinnosta,
tiesin, mihin käytän rahani. Ja kun sain rahat, menin suoraan ostamaan läjän matkalippuja ja hotellivoutsereita pitkin Siperian rataa. Mon premier livre a été publié en 85 et j'ai obtenu avec ce premier livre le prix du meilleur premier roman de l'année. Et une partie de ce prix était un montant, une certaine somme d'argent. Et je savais immédiatement à quoi j'allais dépenser cet argent. Et donc je suis allée directement acheter des billets de train et réserver des hôtels le long du chemin en Sibérie. Ja keväällä 1986 nousin Moskovassa tähän junaan. Et donc au printemps 86, je suis montée dans ce train à Moscou. Matkustin yli 2 viikkoa venäläisen rakennustyöläisen kanssa samassa hytissä, jota en tietysti tuntenut aikaisemmin. Et j'ai voyagé pendant 15 jours dans le même compartiment avec un ouvrier du bâtiment russe, que je ne connaissais évidemment pas à l'avance. Venäläisen miehen, joka dokas koko matkan Ulaanbaatoriin. Et donc c'était un homme russe qui buvait tout le temps jusqu'à Ulaanbaatar. Tämä asetelma oli hyvin mielenkiintoinen ja matkan jälkeen ajattelin, että varmaan joskus tulen kirjoittamaan tästä matkasta, koska se asetelma, että on suljettu tila, jossa on 2 ihmistä, toisille vierasta ihmistä ja siitä ei pääse pakoon, viehätti minua. Et cette expérience était pour le moins intéressante. Et après le voyage, je me suis dit qu'un jour j'écrirais certainement quelque chose sur cette expérience parce que il y avait quelque chose qui m'inspirait beaucoup dans ce fait que 2 personnes qui ne se connaissaient pas se trouvaient dans un espace fermé sans pouvoir s'enfuir. On était obligés d'être là et tout ce que ça pouvait faire vivre, ça m'inspirait. En effet, il y a les 2 personnages, il y a l'homme et la femme, mais bon, lui c'est un bavard, elle c'est une mutique. Donc en fait, tout le long du voyage, il parle, il raconte. Et il raconte quoi ? Il raconte à travers des anecdotes, à travers sa propre vie, il raconte l'Union soviétique en gros. Dans les années 80, ça se passe en gros dans les années 80. Et donc il raconte l'industrialisation monstrueuse dans une Sibérie qui est magnifique. Alors sous la neige, puisqu'on est fin avril, début mai, c'est ça. Donc cette blancheur immaculée, cette beauté des paysages. Et puis ces villes qui sont crasseuses, qui sont industrialisées. Et lui qui raconte son histoire, sa propre histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur-là, il va travailler à Ulaanbaatar, c'est un ouvrier du bâtiment, mais c'est un criminel aussi, c'est ça, il a un passé de criminel, il a un père criminel, donc il est grossier, il est vulgaire, il fait des pompes tous les matins, il n'est peut-être pas un mauvais homme. Dans le petit compartiment, qu'est-ce qu'il a? Il est macho, raciste, xénophobe, enfin vraiment il a toutes les qualités requises. Devant cette jeune femme, parce que lui il a quand même une 40aine d'années, et elle est jeune, c'est une jeune femme, qui elle fuit sa vie, elle veut fuir Moscou parce qu'elle est prise dans un imbroglio familial, elle veut se retrouver à Ulaanbaatar, on lui a dit qu'il y avait des pétroglyphes, donc elle trouve un prétexte pour s'éloigner. Et elle se trouve face pendant 1 semaine pratiquement à ce butor, parce qu'il est quand même bien arrangé, c'est vraiment l'homo soviéticus, non? Il est quand même quelque part, il a des principes, parce qu'il bat énormément sa femme, mais une petite phrase, mais il y a des limites à tout, je ne frappe jamais Katinka dans le couloir de la Kommunalka, ni dans la rue, ni à son bureau. Donc, la Kommunalka, ce sont les appartements. Donc ici, effectivement, on voit une Russie, une Union soviétique avec ses appartements communautaires. Le goulag en arrière-plan.
et ce Vadim qui est le résultat en fait de cette vie de bagne, de cette vie de criminel, et qui condense absolument tout, mais il est aussi assez pathétique, je trouve, parce qu'il y a un moment, il dit comme ça, c'est un homme qui a été mangé par la vie, bouffé par la vie, on va dire ça comme un peu vulgairement, et il dit à la jeune femme qui ne répond toujours pas, qui le regarde, qui est un peu excédée, « Regarde-moi, tu as devant toi un vieux type dont l'âme mélancolique n'est remplie que d'un calme désolant. Mon cœur ne bat plus que par habitude, jamais d'émotion. Plus de folie, ni même de souffrance, rien que de l'ennui. » J'ai trouvé cette phrase qui résume assez bien ce bonhomme, au premier abord assez désagréable en fait. Hein. Et vous avez choisi aussi, je voulais vous poser une question, pourquoi avoir choisi l'hiver quand tout est blanc? Est-ce que c'est parce que c'est plus poétique? Est-ce que ça vous... parce que vos descriptions sont très belles? No tässä kirjassa oikeastaan halusin nostaa yhdeksi päähenkilöksi tämän Siperian luonnon. Ja sitten tämä on oikeastaan ensimmäinen kirja, jossa tietoisesti käytin myös tätä visuaalista silmääni kirjoittaessa näitä luontokuvauksia. Eli että tavallaan tätä niin kuin, siirsi, oikeastaan maalasin ne Siperian maisemat tuohon kirjaan. Alors, je voulais déjà que dans ce livre, l'un des personnages principaux soit la nature sibérienne. Ça, c'était vraiment voulu. Et je pourrais dire que c'est le premier de mes livres où j'ai utilisé ce que j'appellerais mon regard visuel. Et quelque part, on pourrait considérer que j'ai peint la nature sibérienne dans ce... Au deuxième coup de cloche, elle vit arriver un homme vigoureux, aux oreilles en feuilles de chou, vêtu d'une veste matelassée noire comme en portaient les ouvriers, et d'une chapka blanche en hermine, ainsi qu'une belle femme brune et un adolescent qui ne la quittait pas d'une semelle. La mère et le fils, après lui avoir dit au revoir, partirent bras dessus, bras dessous vers le bâtiment de la gare. Le regard rivé au sol, l'homme tourna le dos au vent glacé, pinça une belle morcanale, la porta à ses lèvres, l'alluma et la têta un moment avec avidité, écrasa son mégot sous sa semelle et resta là, debout, à grelotter. Au troisième coup de cloche, il sauta dans le train. La jeune femme le regarda s'éloigner dans le couloir d'un pas chaloupé, priant pour qu'il n'aille pas dans son compartiment. Vain espoir. Après avoir hésité un instant, elle regagna sa place et s'assit sur sa couchette, face à l'homme qu'entourait un halo de froid. Ils restèrent silencieux, lui la dévisageant d'un air renfrogné, elle fixant, indécise, l'œillet en papier. Quand le train s'ébranla, le quatuor à cordes numéro 8 de Shostakovich jaillit des haut-parleurs en plastique du compartiment et du couloir.